Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue à Culture Soccer à l'érable. Aujourd'hui, votre animateur Daniel Cameron. J'ai avec moi mon cher confrère Hedi Raphaël. Comment ça va, Hedi? Ça va et toi? Ça va et toi, man? Écoute, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui après une semaine extrêmement mouvementée depuis le dernier podcast. Puis j'ai hâte d'en découdre avec notre invité. Ben oui, il se passe tellement d'affaires. On est quasiment rendu à faire un épisode par jour si on pouvait. Notre ami Alex, malheureusement, il n'a pas pu venir aujourd'hui. On le salue. Puis on a un invité, notre cher Nicolas Gravel, en direct de Winnipeg, Manitoba. Comment ça va, Nicolas? Salut les boys, ça va bien? Ça va définitivement un peu mieux après hier soir. On peut dire ça. Mais non, ça va très bien, merci. C'est Nicolas. Donc, Nicolas, pour nos auditeurs, on se parle depuis plusieurs années sur Twitter. Au moins deux. Soccer canadien, Valeur. On a tout le temps des discussions intéressantes. Donc, je pensais que c'était bien de t'inviter, surtout après cette semaine mouvementée. Petite question, par contre, pour notre invité, pour qu'il se présente un peu à nos auditeurs. Donc, Nicolas, tu habites au Manitoba, à Winnipeg, je suppose, à Winnipeg même. Donc, tu es supporter du Valor, bien évidemment. Est-ce que comment ça se fait que tu es francophone? Est-ce que c'est parce que tu es dans un coin francophone ou tu as des origines du Québec? Ou je ne sais pas si ça au moins te présenter à nos auditeurs ici, là. Oui, non, pas de problème. Mon père est québécois. Okay. Il est déménagé ici dans sa vingtaine, dans sa trentaine. Ma mère est francophone du Manitoba, puis il y a une pas mal grande communauté francophone ici au Manitoba, à Saint-Boniface, puis aussi à l'extérieur de Winnipeg. Moi, je vis juste à l'extérieur de Winnipeg, à Lorette. Donc, la communauté francophone est quand même assez grande ici. Donc, c'est le fun de... Ben oui. Ben c'est ça, c'est pour ça que je voulais demander, parce que j'étais au courant qu'il y avait une grosse communauté francophone au Manitoba, puis on les salue tous. On espère qu'ils nous écoutent sur CS à l'érable, parce qu'on essaie le plus possible de partager notre contenu à tous les francophones du Canada et du monde, pourquoi pas. Hein? On voit grand du côté de CS à l'érable. Donc c'est ça, je suis content de faire ta connaissance et on a hâte de t'écouter sur tout ce qui vient de se passer dans l'univers du ballon rond ici au Canada, là. J'ai bien hâte. Merci, Hedi, merci, Nicolas. Donc, oui, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas familiers, il y a effectivement des francophones hors du Québec et particulièrement, comme dit Nicolas, dans la région de Saint-Boniface autour de... Il faudrait que j'aille faire un tour d'ailleurs un jour à Winnipeg, c'est dans les plans. Hedi et moi, on en avait parlé en 2020, malheureusement, pas besoin de vous expliquer l'histoire. Vous savez tout ce qui s'est passé en 2020. Donc, cette semaine, bon Dieu, quelle semaine mouvementée. Je pense qu'on a sué autant que les joueurs, tellement c'était stressant. Tout a commencé par le match Canada-Salvador qui s'est joué à Toronto au BMO Field. Hedi, peux-tu nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà oublié, il y a eu d'autres matchs depuis. Ben, tu as bien fait d'oublier parce que c'était un match un peu à oublier, ce premier match-là entre le Canada et le Honduras. Ouais, j'avais compris ce que tu voulais dire. C'était Canada-Honduras au BMO Field. Comme tu l'as dit, on l'a oublié, puis on est content de l'avoir oublié. Score final de 1-1. Une petite déception du côté canadien parce que John Herdman avait dit en conférence de presse que son but, c'était de gagner tous les matchs à domicile et il avait choisi quelques petits matchs à l'extérieur qu'il était supposé gagner. Bien évidemment, c'est une contre-performance, le match nul contre le Honduras, sachant que en premier, le Honduras, c'est un des concurrents directs pour ses 3e et 4e places. On est très conscient que le Canada ne va pas aller chercher les 2 premières places, même si Alex Rupert, notre ami, pense que oui. Nous, on est un peu plus réalistes. On le salue, Alex. On va lui faire beaucoup de piques aujourd'hui, mais beaucoup de piques. Écoute, le match de Honduras, première mi-temps dégueulasse entre le Canada et le Honduras. Le Canada était juste pas là. Écoute, très sincèrement, et j'ai envie de vous entendre là-dessus, tactiquement, j'ai rien compris.
Et je suis quelqu'un qui regarde le soccer depuis plus de 30 ans, je peux vous le dire. Ça fait 30 ans que je regarde le soccer. Et tactiquement, c'est la tactique, j'aime ça. Je ne suis pas un expert, mais je m'y connais quand même assez bien. J'ai rien compris. Je ne savais pas quelle était la formation tactique sur le terrain. Ça avait l'air d'un quelque chose d'hybride entre un 4-3-3, un 3-4-3 et un 4-4-2. Ça a été très, très bizarre. Finalement, en deuxième mi-temps, c'est là où on a vu John Herdman faire le changement adéquat. Et ça, il faut le souligner parce que John Herdman a déjà fait beaucoup d'erreurs dans le passé en tant que sélectionneur du Canada. Sauf que cette fois-ci, il a fait le bon changement. Il fait rentrer Junior Hoilett dans le match et ça change tout. Ça change tout parce qu'il ajoute de la densité dans le milieu de terrain et ça fait en sorte que le Canada a une très bonne seconde mi-temps. Ils arrivent à égaliser grâce à Kyle Larin et un magnifique travail de Alphonso Davies. Et ça fait en sorte que le Canada s'échappe quelque part avec ce point du match nul. Ils auraient pu marquer un deuxième but en fin de deuxième mi-temps. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Contre-performance de la part du Canada, mais au moins le côté positif, c'est que John Herdman a su apporter les changements nécessaires. Nicolas, j'aimerais te poser la question, est-ce que toi, tu as compris quelque chose dans l'organisation tactique de John Herdman en première mi-temps ou est-ce que tu es comme moi, tu trouvais ça un peu bizarre avec l'AI, on ne savait pas où il était trop placé, c'était vraiment bizarre du n'importe quoi en première mi-temps, non? Non, je suis très d'accord avec toi. Premièrement, il faut avouer, je ne suis pas trop tactique moi non plus, donc rentrer dans les formations, ce n'est pas mon plus fort, mais même, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a changé Davies puis Buchanan d'aile à un point dans le match aussi je trouvais ça un peu bizarre parce que Davies, il jouait très bien sur le ballon au début du match. Vraiment, les premières 15 minutes, le Canada a très bien joué, puis après ça, il y a comme eu un clic où ils ont arrêté de jouer. Comme tu dis, la formation elle avait l'air un peu d'un casse-tête. Puis, les morceaux, ils ne rentraient pas ensemble. Donc, ouais, c'était un peu bizarre à voir en première demi, mais comme tu l'as mentionné en deuxième, Junior Hoilett, c'est vraiment, il n'est plus à son meilleur, mais c'est vraiment une présence calmante, je trouve, pour l'équipe. Il est vraiment bon sur le ballon, puis ça a beaucoup aidé la possession du ballon, certainement. Merci. C'est vrai que Hoilett, depuis la Gold Cup, on sent qu'il a comme pris un rôle de cadre. Ben, à son âge, c'est un peu normal que. Depuis la fameuse casquette bleue. Ah oui, exactement. Depuis le fameux tweet sur Scott Arfield avec la casquette bleue qui dit qu'il ment, on a comme l'impression qu'il a pris une autre place dans le vestiaire et sur le terrain. On a l'impression qu'il est de loin meilleur. Je suis complètement d'accord avec toi, Daniel. Excuse-moi, je t'ai interrompu, même. Sinon, concernant le match en général, on parle dessus ou on ne parle pas de l'arbitrage, du fait qu'il y a eu un péno de chaque bord. C'était vraiment pas le match de l'année. On aurait aimé ça, bien sûr, une victoire pour commencer. Mais au moins, on a un point. Ouais. Et on ne perd pas contre le Honduras. Là. Ouais, mais tu sais, selon la physionomie du match, ça aurait été quand même injuste qu'on gagne ce match-là. Parce qu'en première mi-temps, on a vraiment été complètement dominé par le Honduras. Et très sincèrement, on aurait pu encaisser 2-3 buts. Milan Borjan a été extraordinaire. J'avais fait un tweet là-dessus à un moment donné, parce qu'il y a des gens qui se posaient la question avant la trêve internationale. Ils se disaient, est-ce que Maxime Crépeau devrait prendre la place de Milan Borjan? Je pense que Milan Borjan a fait taire tous les sceptiques. Parce qu'il a fait 2-3 arrêts extraordinaires. Le fameux arrêt où il touche du bout des doigts et ça arrive directement sur le poteau. Puis l'autre qui n'est pas un arrêt, mais il est sorti. Si jamais il n'était pas sorti de sa surface, ça aurait été un 1 contre 1 de Romell Kyoto en deuxième mi-temps. Romell Kyoto se serait retrouvé en 1 contre 1 contre lui. Il est sorti puis il a dégagé de la tête. Ça a été, je pense, un très, très bon match de la part de Milan Borjan. Donc, pour moi, c'était ça. J'aimerais parler un peu des flops, pas des flops, mais en fait de la performance de Kamal Miller dans ce match-là, qui a été très, très, très mauvaise. On sait ici, on est Montréalais, en tout cas, pas Nicolas, mais Daniel et moi, on est Montréalais, donc on parle souvent des Montréalais. Vraiment, quel match atroce de la part de Kamal Miller. Il sort au bout de la 86e minute. En 5 minutes, Scott Kennedy fait 3 fois mieux que Kamal Miller. C'est quand même intéressant parce qu'on avait une grosse discussion sur le dernier podcast, je ne sais pas si vous vous rappelez, où Alex Rupert pensait que Scott Kennedy est de loin meilleur que Kamal Miller et moi, j'étais team Kamal Miller. Et après ce match-là, j'étais là,
Ça a l'air qu'Alex a raison, puis ça me faisait chier. Mais c'était ça. Nicolas, est-ce que toi aussi, tu as vu cette différence? Dès que Scott Kennedy est arrivé, en 5 minutes, il a complètement changé le match. Il a apporté son physique. Il a été juste dans ses interventions, non? Non, oui, je suis d'accord. Certainement pas le meilleur match de Miller là-dessus. Puis c'est surprenant parce que, comme toi, moi, j'avais beaucoup d'espoir pour lui parce que dans les derniers matchs qu'il a joué avec le Canada, il a vraiment bien joué. Et donc, je pensais vraiment qu'il allait faire une différence dans ce premier match-là, mais non, tu as totalement raison. Scott Kennedy est venu, puis il a vraiment fermé la porte dans les dernières minutes, ce qu'il fallait parce que le Honduras a quand même eu des bonnes chances de marquer vers la fin du match. Et est-ce que ce serait ton flop, Cameron Miller? Moi oui, comme a dit, je pense pas que personne a trop mal joué dans ce match-là. C'était plus la rouée. J'aurais dit, ils n'ont pas joué ensemble depuis un bout de temps. Mais si je devais en choisir un, ça aurait probablement été lui, oui. T'es trop gentil, Nicolas, là. T'es trop gentil. Moi, je pense que presque tout le monde a joué un mauvais match. Davies a été bon en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il faisait un peu n'importe quoi. David était absent la plupart du match. Miller a eu un très mauvais match. Eustáquio a été moyen en première, de loin meilleur en second. Atiba, c'est la même chose, moyen en première, très bon en second. Moi, je trouve que la plupart des joueurs étaient mauvais. Je vais donner mon flop. Oui, c'est Kamal Miller parce que par rapport à ce que je m'attends de Kamal Miller, il était très loin de ce que je m'attends de lui. Je m'attends à quelque chose de loin mieux. Et pour moi, c'était lui le flop. Par contre, je vais aussi donner mon top. Et pour moi, mon top, c'est Alistair Johnston. Il a été extraordinaire. Je pense, sans lui et Borjan, j'aurais pu choisir Borjan, mais je trouve que Alistair Johnston a été de tous les bons coups. Vraiment de tous les bons coups dans ce premier match contre le Honduras. Donc, voilà mon top et mon flop. Je ne sais pas qui a envie d'enchaîner, Daniel? Ouais, ben, mon flop à moi, c'est Tajon Buchanan. Ouais. J'ai été très déçu de l'action qui m'a mis au penalty. Je sais que c'est de la faute à Herdman de l'avoir mis de l'autre côté, puis que c'est là qu'il s'est retrouvé. C'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé de ce côté-là pour cette action. Mais honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'espère que le FC Bruges n'est pas en train de regarder le match parce que ils vont peut-être trouver un article qui leur permet d'annuler la signature. Sinon, comme top, je dirais Borjan parce que j'étais très dur avec lui avant le match. Là. Toi, Nicolas, ce serait qui ton top? Je veux juste ajouter avant ça, je suis d'accord avec Buchanan mais en même temps, je pense qu'on savait avant le match qu'il y a des lacunes défensives. Puis comme tu l'as dit, Herdman, il l'a placé à cet endroit-là. Puis évidemment, le pénalité, c'est 100% de sa faute. Mais après ça, dans les autres matchs, quand il y a eu une position plus avancée, on peut voir où il est son talent. Moi, pour mon top, c'est peut-être pas seulement le premier match, mais j'aime vraiment Stéphane Eustáquio. Je pense que sa présence dans le milieu est tellement, tellement importante pour le Canada. Il est tellement bon sur la balle. Et défensivement, il se met toujours dans les blocs que je donnerais mon top. Pas nécessairement juste le premier match, mais comme présence dans le milieu durant les 3 matchs. Ah, OK, c'est gentil ça, c'est gentil. Il n'a pas été très bon durant ce match-là, mais j'avoue que sur les 3 matchs, en fait, je pense que c'est presque un titulaire inamovible, en fait, de ce 11 de départ du Canada. Je suis complètement d'accord avec toi. Et nous, les Montréalais, on est un peu tristes parce que c'est à cause de la non-titularisation de Samuel Piette. Moi aussi, je suis un grand fan de Samuel Piette, alors ça me fait mal aussi, mais... Je m'y attendais un peu contre le Honduras. Par contre, on va parler du prochain match. Le match aux États-Unis, pour moi, c'était Samuel Piette à 100%, puis ça n'a pas été le cas. Donc, ça, c'est autre chose. Ouais. Donc, justement, le match aux États-Unis, là, j'avais hâte de plus parler du match contre le Honduras. On a constaté quand même une progression. Donc, le match s'est joué à Nashville.
Ça s'est terminé sur le score de 1-1. But de Aronson pour les États-Unis et Kyle Larin encore une fois pour le Canada, qui maintenant a dépassé Alex Bunbury, je pense, dans les buteurs canadiens. Hein. Il avait déjà dépassé, je me semble qu'il a dépassé quelqu'un d'autre. Hein. Et là, il y a eu beaucoup, je crois, il y a eu 5 changements sur le 11 partant. Puis on a vu en tout cas un match avec un visage différent, avec une équipe canadienne qui a su concacafer les États-Unis pour une fois. Même Aronson, le buteur, s'est plaint après le match que l'équipe canadienne a refusé de jouer, juste défendu. Ouais, on va en parler de Brandon Aronson après coup, là, mais je veux juste, il a vraiment, effectivement, Kyle Larin, en marquant ces 2 buts-là, il est devenu le 2e buteur de l'histoire du Canada. Il a dépassé John Catliff et Dale Mitchell, deux joueurs qui avaient marqué 19 buts dans les années 80, 90, début des années 80, mi des années 90. Il les a dépassés. On s'entend pour ceux qui nous écoutent, les Européens, parce que je sais qu'il y a des Européens qui nous écoutent. Oui, c'est vrai, 20 buts, c'est très peu. N'empêche, on n'a pas un gros palmarès du côté du Canada en foot. Donc, Kyle Larin avec 20 buts est maintenant 2e. Le premier, il est très proche du premier, c'est Dwayne DeRosario avec 22 buts. Juste pour vous mettre au courant, juste un petit truc parce que je trouve ça très intéressant. Dans le top 10, on a déjà 4 joueurs de l'équipe actuelle. Kyle Larin avec 20 est second. Jonathan David, qui a 21 ans, et Lucas Cavallini ont 16 buts chacun. Donc, ils sont 6e. Puis après, en 10e position, on a Junior Hurlett avec 13 buts. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient facilement dépasser Dwayne DeRosario, le meilleur de tous les temps. Est-ce que Ricketts est dans le top 10? Hein? Oui, mais il ne fait pas partie de l'équipe actuelle, c'est ça que je ne l'ai pas mentionné. Ouais. Mais oui, il est 5e avec 17 buts et bon, je pense pas qu'il en ajoutera. Là. Mais je ne pense pas qu'il en rajoutera. Il a quand même 34 ans. Là, donc, bon. Un camp Poutine en janvier, comme l'autre fois, il y en avait rajouté quelques-uns. Mais pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers avec l'histoire de la CONCACAF et du Canada, il faut dire que le Canada était toujours qualifié d'office pour la Gold Cup. Donc, il n'y avait pas de match facile de qualif où les attaquants pouvaient se faire les dents sur des paradis fiscaux des Caraïbes, comme c'est le cas maintenant, depuis quelques années. Il n'y avait pas la CONCACAF League, ça existe depuis 3 ans à peu près. Donc, l'équipe nationale canadienne, ses principaux matchs officiels, c'était la Gold Cup et les qualifs pour la Coupe du Monde, l'équipe se rendait rarement au tour suivant. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment. C'est pour ça que des gens qui sont peut-être habitués à suivre l'Afrique ou l'Europe vont trouver que, par exemple, 20 buts, c'est Cristiano Ronaldo, Lewandowski peut faire ça dans une qualif pour une Coupe du Monde ou un Euro en une période de 2 ans, en jouant contre des petites îles d'Europe du Nord ou d'autres pays que je nommerai pas. Donc, c'est pour ça que, justement, notre meilleur buteur a seulement 22 buts en équipe nationale, pour la parenthèse historique. Donc, pour en revenir au match, Nicolas, toi, est-ce que tu as été, quand tu as vu le 11 partant, est-ce que tu as été déçu de voir autant de changements? Tu as été surpris? Est-ce que tu étais curieux? C'est quoi ta réaction initiale quand tu vois qu'il y a du changement dans le 11? Là? Ben, il faut admettre que je m'en attendais un peu parce qu'on sait que 3 matchs en 8 jours, ça fait pas mal. Alors, en connaissant le nombre de bons joueurs qu'a maintenant le Canada, je m'attendais à avoir certains changements. Il faut admettre qu'il y en a qui m'ont un peu surpris, comme l'absence de Piet. Je pensais vraiment que le Canada allait avoir un bloc défensif avec Piet, Hutchinson, puis peut-être Osorio ou Stachio. Donc ça m'a un peu surpris, mais à part de ça, le nombre de changements, non, j'étais pas mal... je m'attendais pas mal à ça. Ouais, ben écoute, je trouve qu'il y a eu des changements, effectivement. J'ai bien aimé la plupart des changements, mais je vais répéter un peu ce que Nicolas a dit. Pour moi, Piet, c'était pour moi un no-brainer, comme on dit, excusez-moi pour le terme anglophone, là, mais c'était une évidence d'avoir Samuel Piet au milieu du terrain. Malheureusement, il n'était pas là. Je trouvais bizarre de voir Eustachio Kay
J'aime bien Kay, mais c'est pas quelqu'un qui est très reconnu pour son apport défensif. Puis je pensais, en voyant un peu le profil de l'équipe nationale américaine qui joue beaucoup dans l'axe, il y a beaucoup de joueurs qui sont axiaux, qui vont jouer au milieu du terrain. J'aurais pensé qu'on fermerait un peu l'axe avec un Samuel Piette qui viendrait un peu défendre un peu plus, puis donner un peu plus de liberté à Steven Eustáquio. C'est drôle parce que Patrice Bernier sur Twitter a mentionné la même chose. Il a dit que Eustáquio, c'est comme quelqu'un qu'on utilise, mais pas de la bonne façon. On devrait le libérer un peu de ses responsabilités défensives et lui donner un peu plus de responsabilités offensives pour jouer un tout petit peu plus haut. Pas en tant que numéro 10, mais jouer un peu plus en box-to-box que jouer en numéro 6 ou en milieu défensif pur et dur. Donc ça, c'est la première chose. Sinon, encore une fois, je dois féliciter notre ami Alex Rupert parce qu'après coup, je vais le descendre. Sam Adekugbe en tant que wingback, en tant que latéral gauche ou bien piston gauche, ou bien même à un moment donné latéral gauche, ça a changé au fur et à mesure du match. Il a été extraordinaire, vraiment très, 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 très bon dans ce match-là. Il faut le dire. Par contre, la surprise, Scott Kennedy, qui fait 58 minutes, a été horrible. Horrible. Et contrairement au premier match, Kamal Miller est venu le sauver et quand il est rentré sur le terrain, il a été très, très bon. Donc, comme quoi, il ne faut pas juger une personne et un joueur sur un seul match. Il faut juger une personne sur sa constance. Kamal Miller, lors du dernier match face au Honduras, ça a fait un mauvais match. C'était son premier mauvais match avec le Canada. Scott Kennedy n'en a pas des millions des matchs. Donc là, le fait qu'il ait mal joué, ça ne joue pas en sa faveur. On verra dans le futur si jamais il va pouvoir faire sa place un peu plus. Mais ça reste un bon joueur, mais je pense que Kamal Miller, et j'en suis sûr, est encore devant. Voilà, il fallait que je lance des petits pics à Alex. C'est la dernière, c'est promis. Et là, à partir de ce match-là, où on a vu carrément l'équipe canadienne qui sait un peu plus, comment disons, maîtriser les rouages de la CONCACAF et les matchs à l'extérieur. Quoi qu'on s'entend que Nashville, c'est pas San Pedro Sula, c'est pas la Aztec Stadium à Mexico, c'est pas Kingston, c'est pas Panama. Mais ça reste quand même, c'était un match hostile, on n'a aucun problème à le dire. Là, comment dire, est-ce que vous pensez que, l'équipe canadienne peut éviter de perdre des points, pas perdre des points, plutôt de ne pas perdre sur la route? Et est-ce que vous êtes optimiste par rapport au match retour contre les États-Unis? Toi, Nicolas, tu penses quoi de tout ça? C'est une bonne question. Il faut être honnête. Les États-Unis, il n'y avait pas tous leurs effectifs. Il y avait McKinney, il y avait Desti s'est blessé en milieu de match. Weah, il était blessé aussi. Il y en avait un autre à cause du COVID, peu importe. Mais en même temps, les États-Unis ils ont beaucoup de bons joueurs. Alors, je pense quand même que la performance a démontré qu'on peut jouer avec les meilleurs de la région. Cela dit, est-ce que je m'attends à être optimiste quand ils viennent au Canada? Pas nécessairement, parce que pour moi, un match à Nashville ou un match à Toronto, c'est pas mal la même chose, à mon avis. Donc, je pense que ça va être un autre match qu'il va falloir jouer de notre mieux puis essayer d'avoir un résultat. Je ne m'attends pas à un résultat. Oui, on en a eu un 2-0 il y a une couple d'années, mais je ne m'attends pas à une victoire à chaque fois. Ça, c'est certain. Je suis d'accord avec toi. Ça reste, écoute, les États-Unis, ça reste ex aequo ou même peut-être en seconde position en CONCACAF. Hein. Ça reste un géant de la CONCACAF avec le Mexique numéro 1, les États-Unis numéro 2. Bon, des fois, les États-Unis battent le Mexique. Ça a toujours été la grande compétition entre les deux pour la place de numéro 1 dans la CONCACAF. Complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord qu'à domicile, on ne sera pas favori face aux États-Unis. Complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Par contre, ce qui va beaucoup aider, c'est que les États-Unis vont venir au Canada le 30 janvier. Ce qui va être extraordinaire. Et j'espère qu'on va le jouer dehors dans la neige pour les déranger le plus possible. Ce serait extrêmement drôle. Bon, après, ce sera, je pense, pas possible de jouer dehors là, le 30 janvier, mais bon. Vancouver, c'est possible. Sinon, si on veut vraiment profiter de l'avantage, je pense que Winnipeg, un beau stade synthétique, c'est pas surnommé Winterpeg pour rien.
Ouais, j'adore ça. Mais si on se rappelle aussi, les États-Unis avaient fait ça contre le Costa Rica. Il y a une couple de siècles, il avait joué à Denver je ne sais pas si c'était en janvier, mais il y avait eu de la neige comme tout. Puis il faut utiliser à notre avantage. Ça aide, exactement. Mais revenons au match. Je suis d'accord avec ce que Nicolas a dit. Il y a eu des absences. Je pense que si Sergiño Dest avait fait tout le match, on aurait beaucoup de problèmes parce qu'en première mi-temps, il a fait vraiment mal. Souvent, il a fait 2-3 incursions. Il a dépassé 3-4 joueurs à lui-même. Il les a dribblés tout seul. C'est pas pour rien qu'il joue au FC Barcelone. Hein. Donc voilà, ça c'est pour Dest. Il y a eu un petit débat là-dessus la semaine passée. Ouais. Mais bon. Donc ça c'est pour Sergiño Dest. Par contre, bon, je pense aussi, quelque chose que Nicolas n'a pas mentionné, mais je le rejoins quand même quand il l'a dit. Non seulement il n'y avait pas les meilleurs joueurs, comme il l'a mentionné, mais en plus, le problème qu'il y a, c'est qu'il y avait quand même un gros malaise dans le vestiaire. Avec ce qui s'est passé avec Weston McKennie, on ne sait pas trop, certaines rumeurs disent qu'il a eu une relation avec la sœur d'un coéquipier. D'autres, ça a été démenti après coup. D'autres ont dit qu'il a fait un peu trop la fête. Bref, ça a l'air que... En tout cas, l'ambiance n'était pas au beau fixe. C'était assez difficile pour le groupe en tant que tel. Il a été renvoyé chez lui. C'est sûr que ça affecte quelque part. Donc, il y a eu ça aussi. Après, bon, le Canada a joué le match qu'il fallait qu'il joue. Un match défensif, c'est normal. Après, regardez pas trop les stats, les amis. Regardez pas trop les stats parce que je regarde un peu les réseaux sociaux. Ouais, mais ils ont eu 28% de possession. Ils ont juste défendu. Ils n'ont rien fait d'autre. Non, c'est pas vrai. Si vous regardez le match, la plupart des occasions les occasions les plus franches ont été par le Canada, ou bien c'était même à égalité en occasion franche. Par contre, le Canada était plus défensif. Et les 20 dernières minutes de la rencontre, le Canada a juste défendu, ce qui est normal parce qu'ils avaient un bon résultat. Donc, ce qui fait que les stats, elles diminuent parce que sur les 20 dernières minutes, je pense qu'ils ont eu 5% de possession. Donc, il est là le problème. Mais la majorité du match, le Canada a vraiment joué à armes égales avec les États-Unis, à mon avis. Je trouve que c'est un très, très bon résultat. Je pense que le Canada s'est très bien comporté. Après, pour le match retour, on verra d'ici là. Il faut voir qui sera disponible de nos joueurs. Ce sera très important de voir à ce moment-là comment seront les troupes au mois de janvier, au mois de février. C'est fin janvier. Là. Donc voilà, on verra pour le retour, mais pour l'aller, je pense très, très bon point pour le Canada de John Herdman. Il ne faut pas oublier une chose. Pour John Herdman, je suis sûr que quand il a fait ses calculs, pour lui, il gagnait le Honduras à domicile. Puis perdait aux États-Unis. Donc, si on fait le plan comptable, on a perdu 2 points face au Honduras. On était supposé gagner 3, on en a gagné juste 1. Puis au lieu de faire 0 aux États-Unis, on en a gagné 1. Donc, finalement, sur ces 2 matchs-là, on a perdu 1 point. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même positif selon les projections de John Herdman et je pense des restes des supporters canadiens. C'est juste aussi, il ne faut pas oublier... les matchs nuls, actuellement, il y en a eu beaucoup là, dans le Ocho. Il va y en avoir, ouais, c'est normal. Exactement. Mais les partages des points, ça a bousillé un peu les plans de tout le monde parce que là, tu as des équipes qui ne sont pas très loin de toi, puis tu en as d'autres qui restent à une certaine distance. Ça bousille un peu les plans de tout le monde parce que là, tu te dis, ouais, là, si moi aussi je fais match nul contre lui, qu'est-ce qui va arriver? Puis ça va être passionnant avec ces partages des points. Là, j'aurais tellement aimé qu'Alex soit là pour nous faire les petits bruits pour les tops et les flops. Mais malheureusement, au moins qu'Eddie veut se lancer, je vais. Non. Si tu veux, je peux les faire avec ma bouche, là, mais je n'ai pas les effets spéciaux que lui, là. Non, je parlais avec la bouche. Alors, Nicolas, c'est quoi ton top et ton flop pour ce match-là? Pour le match des États-Unis, hein? C'est drôle, ils se mélangent tellement dans ma tête, les 3 matchs ensemble, que j'ai de la misère. Puis il faut dire que c'était quand même un soir de fin de semaine, donc je n'étais pas 100% concentré sur le match des États-Unis. Je veux pas savoir ce que tu faisais, Nicolas. Hein? Je vais pas le dire. Hadi, si ta mémoire te trompe moins. Ouais, me trompe pas.
Mais vas-y, Nicolas, commence. Il faut quand même dire pour mon top, c'est un peu facile parce que c'est lui qui a permis le but. Mais évidemment, Davies, il a fait sa présence au match quand l'opportunité était là. Comme tu dis en anglais, big games, big players. Quand c'est le temps de jouer, il était là. Puis, je sais que c'était une réponse facile parce que c'est lui le joueur que tout le monde connaît, mais dans ce match-là, j'ai vraiment aimé lui. Puis, comme tu l'as mentionné plus tôt, Adekugbe sur l'aile gauche, je pense vraiment qu'ils qu'ils jouent bien ensemble, ils ont un bon partnership. Puis que la présence d'Adekugbe qui lui permet qui lui permet de jouer en avant et le libère de ses responsabilités défensives. Lui permettent vraiment de faire une différence dans le match. So, l'aile gauche est ma réponse. Et le flop? Et le flop? Le flop, ben, c'est trop facile, Kennedy. On l'a mentionné. Le but. Mais lui-même, avant, j'ai écouté une interview où il parlait, lui-même, il ne se sent pas confiant avec le ballon quand il se fait mettre la pression. Puis, il a été mis en évidence ce match-ci. Comme les États-Unis, ils mettaient la pression, puis ils n'étaient pas capables de bouger le ballon assez rapidement, ce qui, évidemment, a mené au but. Mais ouais, je dirais Kennedy. C'est trop facile. Mais... Ben oui, c'est grave que tu dis ça en entrevue après coup en disant je ne suis pas bon quand il y a de la pression. Maintenant, tu peux être sûr que toutes les équipes de la CONCACAF sont au courant de ça. Là. Donc, ce n'est pas une bonne façon de te présenter. Je te rejoins. J'ai envie de te rejoindre sur les deux, mais j'ai envie de faire différent, en fait. Je peux très bien te rejoindre sur les deux, mais j'ai envie de faire différent, si tu me permets. En premier, je suis quelqu'un qui a énormément tapé au fil des ans, tapé sur Donald Henry, avec raison, je trouve. Dans ce match-là, il a été impérial. Il a été excellent dans ce match-là. Jouer au milieu de cette défense, on s'entend, on était encore dans un système hybride, mais souvent, il était à 3 derrière, parfois, ils étaient à 2, dépendamment. Mais son apport sur le domaine aérien, il n'y a rien qui l'a battu, je pense. Je pense qu'il a gagné tous les duels aériens du match. Il a fait des dégagements quand il fallait dégager. Il n'a pas essayé d'être trop intelligent. C'est ça que j'aime pas avec Donald Henry. Quand il essaie d'être intelligent, de dribbler ou whatever, c'est là où il fait des erreurs. Là, non, il a été très sérieux dans son travail, très concentré. Puis pour moi, je vais lui donner mon top. Pour ce qui est de mon flop, j'ai pas envie de nommer Kennedy parce que vous l'avez nommé. Enfin, Nicolas, tu l'as nommé. Moi, je choisirais Junior Hoilett. Combien il a été très, très bon lors du premier match quand il est rentré contre le Honduras. Combien il a été mauvais contre les États-Unis. On avait besoin de beaucoup de vitesse dans ce match-là parce qu'on jouait en contre-attaque. Puis Hoilett et la vitesse, c'est pas trop ça. Donc, je pense pas que c'est lui le problème. Je pense plus que c'est la décision de John Herdman de le mettre dans ce match-là qui est le problème. Donc, je mettrais Hoilett, même si mon choix numéro 1, c'est Kennedy. Là. Et Johnston n'a pas eu un bon match dans ce match-là. Donc, voilà, mais Hoilett pour moi. Daniel? Ben, moi, mon top, ce serait Davis aussi. Effectivement, il était dans tous les bons coups. Puis, sans lui, c'est pas le même match. Mais sans lui, en tout cas, j'ai pas le goût de partir la fameuse polémique de ce qu'on joue mieux avec lui ou sans lui. Mais dans ce match-là, il a été utile, puis il a été présent sur tous les bons coups, notamment dans le but. Et on voyait que les défenseurs américains avaient peur de lui. Moi, par contre, j'ai bien aimé Johnston. Là. Justement, j'avais l'impression que de fait de jouer à la maison, ça lui donnait des ailes. Je trouvais qu'il a été solide, puis il a fait quelques montées. À moins que je mélange de matchs, parce que là, on est mélangé avec tous les matchs. Dans les flops, si je ne veux pas dire Kennedy, il y a Mark Anthony Kay que je n'arrive même pas à me rappeler d'une bonne action de lui dans ce match-là. Là. Je suis difficile, là, mais il me semble que je pense que c'est peut-être aussi je l'ai sur le cœur que c'est Piet qui a été choisi à la place de Piet, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, donc, je te trouve dur avec Kay quand même, mais il n'a pas été mauvais non plus. Là. Il était bon par moment, mais pas mauvais non plus. Là.
En tout cas, je sais pas. Mais c'est ton choix, là, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais, moi. OK. En tout cas, s'il y avait un recruteur qui était venu pour lui cette journée-là, je pense qu'il aurait pu devancer son vol au retour. Donc, ça pour dire, maintenant, c'est un point qui a été pris aux États-Unis en espérant qu'on serait capable de rééditer, de jouer pour vrai au match retour, parce qu'on c'est vrai, oui, que l'équipe a refusé de jouer vers la fin. Et on a perdu des vis dans ce match-là. Malheureusement, par la suite, c'était annoncé qu'il doit faire une IRM au genou, si je ne me trompe pas. Et il y a eu cette petite photo polémique à l'aéroport. Et là, donc, il y a eu par la suite le match contre le Salvador. Et là, je ne me suis pas trompé. Donc, c'était hier, aujourd'hui, on enregistre le 9 septembre. Donc, c'était le 8 septembre. Il y a eu le match contre le Salvador à Toronto encore. Avec, on se croyait à San Salvador, tellement il y avait de chandails bleus dans les estrades. Donc, ce match-là a commencé de la meilleure des façons pour l'équipe canadienne avec 2 buts très rapides, notamment avec Atiba Hutchinson qui, espérons que ce ne sera pas son dernier match au BMO Field parce qu'il a l'air de bien aimer ce stade-là. Ensuite, il y a eu un autre but de Jonathan David qui s'est bien faufilé dans la défense pour placer sa tête. Et en deuxième mi-temps, on a eu un but de Tejan Buchanan sur une passe de Jonathan David. Donc, le but de Jonathan David sur la passe de Tejan Buchanan et Tejan Buchanan sur la passe de Jonathan David. Il y a eu un nombre incalculable d'occasions du côté canadien et c'est là que j'ai l'impression que quand ça va trop bien, Bolian n'est pas tout à fait réveillé. Il y a eu quelques fois où, en tout cas, c'était moyen. Ouais, je pense que là, c'est le match qu'il fallait rentrer. Mais bon, on est sévère aussi. Hein, et finalement, c'est un 3-0. Hein, donc, on est un peu sévère. C'est la raison pour laquelle je ne le mettrai pas dans mon flop. Parce que s'il y avait eu un but, je l'aurais mis comme flop. Mais c'est ça, donc c'était un match honnêtement un survol. Le score aurait pu être plus sévère. Mais au final, 3 points. Puis c'était, je sais pas, moi personnellement, c'était un vrai match de CONCACAF. Là. J'ai pas trop aimé comment jouer l'adversaire. Toi, t'en penses quoi, Hedy, de ce match-là? Je pense que le Canada a réussi à vraiment s'imposer, surtout grâce au fait qu'ils ont marqué tôt dans le match. Le but à la 6e minute, ça a un peu délivré le Canada. Ça aurait été difficile de jouer contre une équipe qui joue avec un bloc bas, compact et ainsi de suite. On a comme l'impression que le Salvador venait faire ça. Après, le Salvador était gonflé à bloc. Hein. Ils ont fait 2 matchs nuls avant ce match-là. Personne ne s'attendait à ce qu'ils fassent ces matchs nuls-là contre les États-Unis et contre le Honduras. On s'entend que le Salvador, sur papier, c'est l'équipe la moins bonne de cette octogonale. Donc, sur papier. Après, on regarde c'est fou, je ne sais pas si vous êtes partis voir là, mais si vous regardez voir la vidéo des supporters salvadoriens au Salvador avant le match contre les États-Unis, vous allez avoir la chair de poule quand ils chantent l'hymne national. La terre, elle tremble tellement ils chantent fort. Là. C'est impressionnant. Là. C'est vraiment impressionnant. Bref, on a vu ça aussi à Toronto où il y a une grande communauté salvadorienne. Puis on a vu quand il y a eu l'hymne national du Salvador, ça a été extrêmement fort, plus fort que l'hymne national canadien, ce qui est quand même assez bizarre étant au Canada. Par contre, je reviens à nos moutons. Le but d'Atiba délivre le Canada. Le but de David aussi aide beaucoup pour enfoncer le clou un peu. Après, bon, il y a eu quelques périodes de flottement de la part du Canada, que ce soit en fin de première, en début de deuxième. Et le but de Tejan, l'entrée de Tejan Buchanan a été pas l'entrée, excusez-moi, le match de Tejan Buchanan durant tout le match il a fait un très, très bon match, je trouve. Sur la contre-attaque, David qui lui donne la passe à Tejan et qui arrive à la mettre au fond du but. Ça a été intéressant, je trouve, parce que le Canada a fait ce qu'il fallait. On l'avait dit dans le dernier pod, on voulait que le Canada vraiment prouve qu'ils ont une place dans ce top 3, voire top 4 de l'octogonal. Ça passait par une victoire à domicile contre le Salvador. Ils ont réussi à le faire.
petite mention à Atiba Hutchinson, qui a maintenant 88 sélections avec l'équipe nationale canadienne. Il n'est plus qu'à une seule sélection d'égaliser Julian de Guzman comme le joueur ayant joué le plus de matchs sous les couleurs de l'équipe canadienne. Donc, encore 2 matchs. Atiba sera le numéro 1 dans l'histoire de l'équipe nationale canadienne en termes de matchs joués. Il faut le faire. Le gars a 38 ans. Il domine toujours autant, que ce soit avec le Canada ou que ce soit avec Beşiktaş en Turquie. Chapeau bas. Bravo, Mister. Et toi, Nicolas, tu as pensé quoi de cette fantastique victoire canadienne? Vous l'avez pas mal déjà mentionné, mais pour moi, l'important, c'est qu'en CONCACAF, il faut gagner à la maison et il faut essayer d'avoir des résultats sur la route. Puis personnellement, honnêtement, un résultat de 1-0, ça n'aurait pas été assez pour moi, pour leur confiance. Je crois vraiment que le 3-0 démontre aux Canadiens, aux joueurs et à toute l'équipe vraiment qu'ils sont capables de gagner contre des équipes de la CONCACAF parce que, vous l'avez mentionné, le El Salvador, à mon avis, c'est l'équipe la plus faible. Puis si tu n'es pas capable de gagner à la maison contre le El Salvador, tu ne mérites pas d'aller au Qatar en 2022. Le but dans les 5 premières minutes était tellement important parce que dans les 2 premiers matchs, le Canada s'est fait marquer premier, ont joué de l'arrière et ont réussi à compter. Donc, finalement, être capable de jouer en avance a vraiment été important pour leur confiance, je crois, puis a démontré qu'ils sont capables de jouer avec les plus forts, avec l'avance. Si je peux me permettre, mon joueur préféré, Jonathan David, je crois vraiment, il m'a fait un peu peur dans les 2 premiers matchs. Je crois vraiment pas que ses performances étaient au top, mais ce match-ci, il a fait ce qu'il fallait. Il a marqué son but, il a eu une passe, puis vraiment son mouvement sans la balle a vraiment été top aussi, je crois. On a vu l'interception qui a mené au but de Buchanan. Je pense vraiment que sa performance méritait l'étoile du match, si je peux me permettre. Parfait, merci. Parlant de Buchanan, il a été plusieurs fois la cible des joueurs salvadoriens. J'étais un peu déçu de l'arbitrage à ce niveau-là. Il y a la fois où il a reçu un coup de genou sur la tête, puis là, il s'est vengé. Le joueur a été un peu malicieux, il a fait exprès, il est comme resté calme, puis il s'est laissé pousser et Tejin a mordu à l'hameçon. Il est copé d'un carton jaune tout de suite. Là, c'est un peu la question encore, comment on réagit par rapport à tout ça? Parce que, tu sais, il y a eu, hier, je ne sais pas si vous avez vu le match Honduras-États-Unis, mais il y avait Pulisic qui mangeait des coups, puis il a fini par sortir sur blessure. Là, donc, est-ce qu'on évite de laisser nos joueurs forts tactiquement, de laisser aller leur talent, ou on les protège avec d'autres joueurs plus costauds qui vont peut-être rentrer un peu dans ces défenseurs-là? C'est un peu toutes ces questions-là. C'est pas comme un club où tu joues dans une ligue et tu t'adaptes un peu à ta ligue. Là, c'est une équipe nationale, tu as différents profils et tu composes avec les joueurs qui étaient sous ta main. Là, honnêtement, ce match-là, j'avais hâte qu'il termine à cause de ça. T'avais peur que quelqu'un se blesse, quoi. Exactement, aussi simple que ça. Puis je vois que Tejin n'était pas nécessairement... il manque un peu de maturité à ce niveau-là pour savoir quand on dribble pas, quand on let it go, comme on dit. Il se rouspète souvent auprès des arbitres. Et honnêtement, je comprends, là, c'est légitime, mais à un moment donné, ça va se retourner contre lui, puis ça se retourne déjà contre lui. J'ai trouvé ça un peu dommage, puis j'avais vraiment peur pour lui. C'est vrai que, honnêtement, il a fait tout un match, il se plaçait bien. Il y a même eu des fois où il a été un peu ignoré par ses coéquipiers qui ont voulu profiter de la faiblesse de l'adversaire pour marquer des buts. Mais malheureusement, c'est un petit peu un goût amer par rapport à sa performance. Et le côté négatif, c'est qu'il a été la cible de plusieurs joueurs salvadoriens. Tu en penses quoi, Hedy? Ben écoute, oui. Mais écoute, il faut comprendre que le Salvador va jouer avec ses atouts. Hein. C'est rien de méchant envers les Salvadoriens. Puis si jamais il y a des Salvadoriens qui nous écoutent, c'est vraiment pas méchant. Mais les ligues
d'Amérique centrale sont tellement habitués de ne plus jouer avec la VAR parce qu'ils n'ont pas les infrastructures pour avoir la VAR, qui se permettent de faire des petits coups bas à droite et à gauche. Tu as mentionné à un moment donné le petit coup de genou, le fait de se rouler par terre pendant 1 heure pendant que personne ne les a touchés. Ce côté-là, c'est assez répandu en Amérique centrale et c'est comme ce l'était à un moment donné en Europe, en MLS et ainsi de suite. La VAR a aidé à diminuer en fait tous ces événements-là. Okay? C'est ça que la VAR a aidé et c'est là où la VAR a aidé. Là, maintenant, dans les qualifications, il n'y a pas de VAR. Donc, encore une fois, le Canada est en train de se faire prendre à un jeu auquel ils ne sont plus habitués. C'est aussi simple que ça. Et oui, j'étais d'accord avec toi parce qu'effectivement, tu peux très bien faire un tacle dévastateur et faire en sorte qu'en fait, tu ne l'as pas touché. Et finalement, si l'arbitre n'a pas bien vu, et ça peut arriver, ça reste un être humain, ben écoute, tout va passer. Donc, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que moi aussi, j'ai eu peur pour la santé de nos joueurs. Après, bon, je suis content que Davis n'a pas joué ce match-là. Très, très content qu'il n'ait pas joué ce match-là. En fait, si vous me suivez sur Twitter, c'est avant le match de quelques heures, j'avais dit, opinion pas populaire, je ne voulais pas que Davis soit sur le terrain. Mais pas pour le fait que j'avais peur qu'il se blesse encore plus ou qu'il aggrave sa blessure, plus pour le fait que je trouve que dans les 2 matchs, contre le Honduras et contre les États-Unis, on attend trop de Davis et on oublie qu'on est une équipe et qu'on est un collectif. Et j'ai comme l'impression que le fait de jouer sans Davis, comme on l'a fait lors de la Gold Cup où on a été extraordinaire la plupart du temps, le fait de jouer sans Davis, ça nous apprend à nous rappeler que, écoute, on est 11 joueurs sur le terrain. On n'a pas besoin à chaque fois de donner le ballon à Davis. Et c'est ça que ça nous a prouvé le match contre le Salvador. On a vu une équipe canadienne qui est capable de jouer sans Davis. Et si jamais ils arrivent à répéter ces efforts-là et ajouter la valeur extraordinaire d'Alphonso Davies et la technique extraordinaire d'Alphonso Davies, là, on aura un produit extraordinaire sur le terrain. Et non pas un seul joueur extraordinaire, mais un produit et une équipe extraordinaire. C'est là où je pense qu'il faut travailler. Bravo à John Herdman d'avoir pris cette décision-là, de ne pas aggraver la blessure d'Alphonso Davies et ainsi de suite. Je pense que John Herdman, sur les 3 matchs, s'en tire très, très bien. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce match-là. Très, très bien joué de la part de l'équipe Canada dans ce match, je trouve. Merci, Hadi. Donc là, c'est le moment des tops et des flops. Et je vais commencer cette fois-ci. Donc, mon top, je pense que vous le devinez, si j'ai plus le temps de parler de lui maintenant, c'est Tajon Buchanan. Honnêtement, j'ai été très satisfait de sa prestation. Un but, une passe. Présent sur tous les coups, se place très bien, se plaçait bien pour recevoir des centres, des passes de ses coéquipiers. Juste, il va falloir peut-être qu'il travaille un peu sur son contrôle de soi dans les matchs en CONCACAF. Sinon, flop, c'est assez dur parce que dans l'ensemble, c'est une prestation réussie. J'aurais aimé ça mettre Boyan, mais comme il ne s'est pas fait marquer de but, ça serait cruel. Je sais pas, honnêtement. À la limite, je pourrais dire il y avait Richie Laryea, mais encore là, il ne joue pas vraiment à sa position. Ouais, je dirais Richie Laryea, mais c'est pas de sa faute. Toi, Nicolas, c'est qui ton top et ton flop? Ton top, tu nous l'as dit tout à l'heure. Ouais, j'ai mentionné Jonathan David. Il était vraiment mon top pour ce match-ci, juste parce que je commençais un peu à m'inquiéter de ses performances. Puis il nous a prouvé qu'il était encore capable de marquer avec le Canada, qui est très important. Comme toi, mon flop, c'est un peu plus difficile ce match-ci. Je dirais peut-être Jonathan Osorio, juste parce que je pense pas qu'il a joué un mauvais match, mais je l'ai juste moins... Je l'ai pas vraiment vu faire rien de spectaculaire, disons. Il a joué 70 minutes, il a fait ce qu'il a fait à faire, mais non. Si je suis vraiment... s'il faut en choisir un, j'irai là. Et toi, Eddie? Écoute, c'est difficile, mais je te rejoins. Je suis d'accord avec Tajon, qui a été très, très bon en tant que top. Complètement d'accord. Je l'ai trouvé vraiment bon. On aurait pu mettre Jonathan David, complètement d'accord aussi avec Nicolas. Il y a beaucoup de joueurs qui ont bien joué. On aurait pu mettre Atiba Hutchinson, qui a fait un très bon match en marquant le premier but, comme je l'ai dit, qui est très important.
Pour les flops, c'est difficile. C'est difficile de choisir un joueur, mais je vais suivre Nicolas et je vais vous dire Osorio parce que je pense que c'était le moment pour lui de vraiment se mettre en valeur contre une équipe qui est un peu en deçà des autres équipes de la CONCACAF. Je pense que c'était le moment pour lui de se démontrer. Puis je ne pense pas qu'il l'a vraiment fait. Après, c'est un facilitateur, Osorio. Il a facilité le jeu. Mais j'aurais aimé qu'il soit décisif. J'aurais aimé qu'il marque un but, par exemple. Je pense que ça aurait fait beaucoup de bien à l'image d'Osorio à travers le Canada, qui n'est pas malheureusement pas impeccable, on va dire. C'est pas quelqu'un qu'on voit comme un titulaire indiscutable de cette équipe nationale canadienne. Donc, Osorio, pour moi, pour le flop, je suis Nicolas. Merci, Hadi. Donc, un 3-0 contre le Salvador. Maintenant, l'équipe canadienne est deuxième dans la zone CONCACAF à égalité avec le troisième et le quatrième, qui sont les États-Unis et le Panama. Parce qu'il y a juste eu 3 matchs sur 14. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même intéressant de suivre le classement. On va souhaiter bonne chance à nos Rouges pour le prochain... C'est en octobre. Voilà, c'est ça, début octobre, c'est à peu près les mêmes journées. Là. Il y aura 3 matchs contre le Mexique, la Jamaïque et le Panama. Voilà, donc on va au Mexique le 7 octobre, on va en Jamaïque le 10 octobre, puis on reçoit le Panama le 13 octobre. Ça a déjà été décidé. Le match contre le Panama se déroulera encore une fois à Toronto. Merci. Tu vois, je n'étais même pas au courant. J'espérais que ça se joue dans une zone plus froide. Donc, maintenant, notre segment Canadian Premier League, parce que notre cher ami Nicolas est un fan du Valor et a eu l'occasion d'assister à des matchs cette année. Est-ce que tu as pu assister dans les derniers matchs de kick-off? Oui, j'étais là la plupart des matchs. Tu veux dire dans la bulle? Oui, exactement, oui. Oui. Puis le Valor a très bien joué durant le kick-off, tu as raison. Honnêtement, je pense qu'ils ont presque trop bien joué pour leur image parce que je pense que c'était 5 victoires en 6 matchs. Il y avait pas mal d'espoir. D'espoir, exactement. Merci pour la saison. Puis dans les derniers matchs, je pense qu'ils sont revenus à leur forme de 2019 parce que ça va pas trop bien. Perdre 3-0 contre le FC Edmonton à la maison, là, les partisans sont pas trop heureux. Ouais, mais on est passé de l'équipe qui ne se faisait pas marquer de but à l'équipe qui a fait 2 matchs qui ne marque pas de but à la maison, là. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un problème, un excès de confiance, l'avantage de la maison? Mais là, les 2 derniers matchs étaient à la maison. Est-ce que ce serait la blessure de Jean-Baptiste? C'est quoi pour toi la cause de un peu cette descente du Valor? Je pense vraiment que la blessure de Jean-Baptiste, d'Andrew Jean-Baptiste, a vraiment changé l'allure de l'équipe parce qu'il était vraiment un pilier défensif pour Valor, puis que juste sa présence avec l'équipe leur donnait confort aux jeunes joueurs. À part de ça, dans les derniers matchs, il y a eu beaucoup de blessures. Mais quand même, tactiquement, ça va vraiment pas bien. Je pense que Gale il n'a pas trop bien fait ça tactiquement les derniers matchs parce que se faire dominer si on regarde au tir au but ou la possession à la maison, là, c'est vraiment, vraiment pas à désirer. Ah, c'est sûr, c'est difficile, c'est difficile. Petite question par rapport à toi, à ça, en fait. Valor, tu regardes un peu leur début de saison, tu regardes un peu maintenant. Est-ce que tu penses qu'on est capable de sortir un peu de ce trou-là? Parce que tu as vu le début de saison, il était très positif. Là, ça va très mal. Mais est-ce que si jamais tu compares un peu les deux équipes, un peu, c'est presque comme 2 équipes, vu que la saison est un peu bizarre, est-ce que tu penses, il est où le vrai niveau de Valor? Honnêtement, en ce moment, je pense que c'est plutôt, ils sont plus au niveau
actuel qu'au niveau de leur performance durant le kick-off. Je pense que tous les morceaux sont là, mais que le casse-tête, il n'a pas été assemblé encore. Ce qui est surprenant parce que c'est comme une dégringolade. On aurait cru au début que le casse-tête était bien assemblé, puis que maintenant, il manque des morceaux. Puis j'ai mentionné évidemment Andrew Jean-Baptiste, qui était un gros morceau pour Valor, mais non, pour répondre à ta question, je pense que sont plutôt du niveau essayer de rentrer dans les... Dans le top 4. Dans les playoffs, puis au lieu de se rendre en première ou deuxième place. Ouais. OK. J'aimerais qu'on parle aussi de nos joueurs québécois. 2 joueurs du CF Montréal qui sont prêtés à Valor. En premier, Jonathan Sirois, qui a très, très bien commencé la saison avant que, comme on l'a dit, là, on a une défaite 3-0 à domicile. Ça doit être difficile. Comment voient les supporters du Valor l'apport de Jonathan Sirois? D'un autre côté, on veut parler de Sean Rea. Sean Rea, milieu offensif, qui est en train de jouer presque titulaire à chaque match. Un joueur qui est quand même très bon techniquement. En tout cas, du côté du CF Montréal, le problème, c'était physiquement. Il n'était pas encore assez fort. Il a tendance à... Les duels physiques, ça a l'air un peu plus difficile pour lui. Parle-moi un peu des performances de ces 2 joueurs-là. Comment vous regardez ces 2 joueurs-là prêtés par le CF Montréal? N'oublie pas en tant que joueur, il y a un autre joueur québécois qui est à Valeur, qu'on a même reçu à ce podcast. Ben oui, c'est sûr. En effet, bien évidemment. Donc, comment dire, malheureusement, Mastakacher, pour ne pas le nommer, c'était plus difficile pour lui cette année. Je ne sais pas si c'est des pépins physiques, mais... Ouais, il ne joue pas beaucoup, c'est ça le problème. Hein? Effectivement, au début, l'année passée, il avait expliqué que ça a été difficile à cause des pépins physiques, mais malgré tout, il y a eu des belles performances. Là, cette année, moi, j'ai eu l'occasion de le voir contre l'Atlético Ottawa en championnat canadien. Il est rentré pendant le match. Il a fait quelques bonnes actions, mais il manque quelque chose, là. Puis ça se peut que le quelque chose, justement, c'est au niveau physique, là, parce que quand il a le ballon, il est très agile, il se passe bien, il fait des bonnes passes, là. T'en penses quoi, Nicolas? Ouais, ben, je pense qu'encore une fois, cette année, il a été affecté par des blessures. Donc, tu as peut-être raison que physiquement, c'est pas parfait en ce moment, mais j'ai remarqué que quand il jouait son rôle avec l'équipe était positif. À chaque fois qu'il rentrait dans le match, je trouvais qu'il y avait un impact, mais c'est juste être capable de faire ça durant toute la saison qui a encore une fois, qui n'est pas capable de faire cette année. Mais pour répondre à votre première question au sujet de Sirois puis de Rea, je pense que les fans de Valor, ils ne veulent pas qu'ils retournent à Montréal parce que c'est vraiment 2 points forts de notre saison, considérant que c'est 2 jeunes joueurs et 2 joueurs qui ont eu un impact depuis le début. Non, les partisans sont vraiment, vraiment chanceux d'avoir pu les regarder cette année. Surtout, je dis surtout Sirois parce qu'il a battu le record de clean sheet de minutes sans d'allouer de but. Ça, c'était pas mal incroyable en début de saison. Puis, Rea, en début de saison, je trouvais que c'était pas fort, mais je trouve qu'il a vraiment sa confiance a vraiment augmenté. Puis, comme tu as mentionné, a dit plutôt, avec le ballon, il est vraiment fort. Puis, techniquement, il est incroyable. Incroyable, techniquement. Oui, maintenant qu'il a la confiance, je trouve vraiment qu'il a un impact sur l'aile, puis qu'il crée beaucoup d'opportunités pour le Valor, qui en ce moment, il n'y en a pas trop. Donc, chaque opportunité créée, c'est un petit trésor pour les partisans du Valor en ce moment. Et là, maintenant, si on a parlé un peu des résultats passés, là, le prochain match du Valor, c'est le fameux duel contre Forge en championnat canadien. Est-ce que c'est-tu penses-tu que ça pourrait être le déclic de la saison?
Oh, je vous dis, les boys, ça fait longtemps que c'est le match, depuis qu'on a battu Ottawa, c'est le match que tout le monde veut qu'on gagne parce qu'il n'y a pas rien qu'on veut plus que le CF Montréal à Winnipeg. On pense vraiment que ça, on a vu le Vancouver à Pacifique, puis comment ça a vraiment eu un impact sur les partisans, puis sur l'équipe elle-même. Puis je pense vraiment que si on pourrait accueillir le CF Montréal, ça pourrait changer la saison. Ouais, mais j'aimerais parler un peu de avant qu'il y ait la CanPL à Winnipeg. On s'entend que les fans du soccer canadien devaient sûrement prendre pour une équipe en MLS. Est-ce que, par exemple, à Winnipeg, il y avait plus de supporters de Montréal, de Toronto, de Vancouver, ou vraiment ils ne regardaient pas trop la MLS, beaucoup plus de soccer européen, ou est-ce qu'il y avait un intérêt envers la MLS, envers une équipe canadienne avant que le Valor ne fasse surface? Je peux juste parler des personnes que je connais, mais j'aurais dit que le Toronto FC serait l'équipe la plus populaire à Winnipeg avant le... Non, je suis d'accord. Avant l'introduction de la CPL. Peut-être Vancouver aussi, mais un peu moins Montréal. Mais moi, ça a toujours été, je ne devrais pas dire l'impact, le CF Montréal, mon équipe. Alors, personnellement, je serais vraiment excité s'il pourrait venir à Winnipeg. Puis, parce que cette année, ça n'a pas été trop fort avec les partisans. Je ne sais pas si c'est le COVID ou les matchs durant la semaine. Comparé à notre saison de 2019, c'est pas mal moins fort. Alors, je pense que l'impact le CF Montréal pourrait avoir un impact. Oui. Regarde, c'est tout le malheur qu'on vous souhaite. Là. Je sais que toi, tu es un fidèle partisan du Valor. Puis le club, comme disait dit avant la CanPL, il y avait l'autre club à Winnipeg, par contre, qui s'appelle maintenant le FC Manitoba. Oui, qui jouait en Cell League 2, mais là, cette année, ils font des matchs amicaux. On a parlé d'ailleurs, on a eu une entrevue avec, comment il s'appelle, le Paolucci. Oui, sur Culture Soccer, un bel article avec Paolucci, que c'est toi-même qui a écrit, Daniel. Exactement, je me rappelle de cet entretien. Et on en a parlé l'autre fois avec Nicky aussi, qui disait que le monde, les fans de soccer à Winnipeg sont divisés sur la question. Donc, c'est quand même une ville de soccer, Winnipeg. Là, si je ne me trompe pas, c'était la première ville au Canada où il y avait eu la première rencontre de soccer. Je me rappelle quand Valor avait été annoncé, c'était ça qu'on avait mis d'avant. C'était le premier club de Canadian Premier League qui a été annoncé aussi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est tout le malheur qu'on vous souhaite là, pour le reste de la saison 2021. Et par la même occasion, Nicolas, je vais te remercier d'être venu. C'est toujours agréable de discuter soccer avec quelqu'un qui s'intéresse autant au soccer canadien. Est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais nous donner les moyens de te joindre sur tes réseaux sociaux, là, ton Twitter, par exemple, ou je ne sais pas si c'est un site web ou... Moi, personnellement, j'utilise c'est Canada Soccer, après ça, Guy, G-U-I, Canada Soccer Guy. C'est vraiment le compte Twitter que j'aime suivre parce que je suis toutes les nouvelles canadiennes de Valor. Puis si quelqu'un veut me rejoindre là puis discuter Valor, j'adorerais ça. Parfait, Nicolas. Et en espérant te croiser dans un stade de soccer au Canada. Et bien sûr, merci à Hedy d'être toujours fidèle au poste. Tu as eu une semaine très occupée, j'imagine, avec tous ces matchs-là. Ouais, c'était occupé, mais écoute, c'est que du fun. Hein? On est tellement contents. À un moment donné, on se plaignait qu'il n'y avait pas de couverture soccer. Ben écoute, il y en a. Donc, aussi simple que ça, juste
C'est ça. Vous allez en avoir pour tous les goûts avec le soccer canadien. Puis moi, ça va me faire plaisir de continuer à couvrir le soccer canadien, que ce soit sur Culture Soccer ou mes autres plateformes. Et puis voilà, merci à tous de nous écouter de semaine en semaine. Et merci à toi, Daniel, d'avoir pris l'animation aujourd'hui. Merci, Hedy. C'est toujours un plaisir. Et on aura bien du plaisir les prochaines semaines. Il y a tellement de matchs qui s'en viennent. Can Champ, la qualif pour la Coupe du Monde. La CanPL qui continue, on rentre dans les matchs importants. Donc, c'est toujours un plaisir de nous suivre. Merci à nos auditeurs et à la semaine prochaine.